Alors, négociation éclair, c'est moi qui commence. Alors, deux types de problèmes, deux types de solutions, bien sûr. Hein. Le travail avec des familles avec enfants petits et le travail avec des familles avec adolescents. Alors, je vais commencer, je vais faire une petite illustration enfant petit. Alors, Madame Martin, je vais l'appeler Martin, Madame. La dame, elle a 35 ans, elle vient à ma consultation complètement épuisée, et puis avec une espèce d'appendice collé à elle, comme une ventouse, un gamin de 3 ans. En plus, je la regarde, je lui dis, mais donc vous avez déjà un appendice externe, là, votre membre de 3 ans. Mais en plus, vous en avez un autre interne qui va pas tarder à sortir. Elle me dit, oui, je suis enceinte de 8 mois. Donc elle est épuisée, elle s'écroule dans un fauteuil, et le gamin, bien sûr, lui grimpe dessus, et ça grippe à elle. Je ne sais pas si vous avez vu le petit film des macaques d'Arlo avec la mère fourrure, ben c'est pareil, quoi. Sans aucun égard pour l'épuisement de sa mère, évidemment. Hein. Il ne sait manifestement pas à quelle sorte de message appartient le message. Là. Elle me dit qu'elle est épuisée, que son fils n'obéit à aucune injonction, ni maternelle ni paternelle, que toute contrariété se traduit par des hurlements qui peuvent durer 1 heure. Donc, elle n'en peut plus, son mari non plus. Bon, on entre en conversation. Comme je le fais d'habitude, quand il s'agit de choses comme ça, je ne peux pas éviter de parler de mutation. Vous savez que notre société a changé de forme, elle a muté. On me dit oui. Vous avez peut-être vu que les parents d'aujourd'hui, c'est des parents inquiets. Elle me dit oui. Je dis, des problèmes, c'est que les parents inquiets, ils sont un peu inquiétants. Elle me dit, ah bon, d'accord, etc. Et puis je lui demande si, avec ce gamin, il a quelques non négociables, sachant que dans ce que j'ai pu développer concernant les effets de la mutation sociétale, sur la fabrication de ce qu'on appelle les limites. La fabrication des limites, contrairement à notre monde XXe siècle, où elle se passe essentiellement, en gros, à la louche à partir de 5 ans, c'est-à-dire quand l'enfant entrait dans l'espace paternel. Aujourd'hui, les limites, elles se construisent plutôt entre 2 et 5, à partir de ce que les parents soient capables de mettre quelques non négociables, jamais négociés. Il n'y en a pas besoin de beaucoup en plus. Hein. Donc les parents qui arrivent à faire ça, ça roule. Les gamins, ils construisent un certain nombre de limites, c'est-à-dire qu'ils apprennent tout simplement à inhiber leur agressivité, à réguler leurs émotions, hein, ce qui est déjà pas mal. Donc je lui demande si elle met quelques non négociables, tout ça. Elle me répond oui. Alors là, dans ces cas-là, quand je penche la tête comme ça veut dire je doute. Alors elle me dit bon, d'accord, je cède. Je dis ok, bon, vous cédez, ça veut dire que ce n'est pas des non négociables. Et puis, le gamin me rend service à ce moment-là parce qu'il est incommodé par le fait que sa mère a détourné son attention de lui vers moi. Et il a même pas 3 ans. Hein. Il lui pique la gorge comme ça avec l'index. Là, comme ça. Alors, il lui fait mal. Ah, je dis, alors là, super. Super, merci, merci. Merci le poulpe. Hein. Je lui dis, madame, c'est précisément non négociable, ça. Faire mal à maman, c'est pas négociable. Est-ce que vous pouvez le poser par terre? Elle me dit, le crier. Je dis, oui, probablement, mais comme c'est pas négociable, il faut le poser par terre, quoi. Donc, elle fait tout ce qu'elle peut pour leur pousser comme ça. Elle s'accroche comme ça, elle leur pousse, mais elle est là, elle a la voix coincée, elle a le visage crispé avec la grosse barre là, entre les yeux. Sa voix se coince dans sa gorge, puis c'est des gestes défensifs, incohérents, etc. Complètement inopérants, évidemment. Donc ce qu'elle montre, c'est angoisse, impuissance et colère refoulée. Alors, je capte son attention par-dessus la bagarre. Je dis, madame, pouvez-vous me regarder moi?
Est-ce que vous pouvez faire disparaître la barre là, entre vos yeux? Lissez le front, quoi. Respirez avec la base de vos poumons. Et les médecins, madame, ils savent ce que c'est que la base des poumons. Hein. Et puis, quand vous aurez bien lissé le front et respiré avec la base des poumons, est-ce que vous pouvez lui dire non, puis le poser par terre? 10 minutes de bagarre, comme ça, elle essaye, puis tout d'un coup, ça y est, ça se lisse, elle cercle le ventre, elle dit non, elle le pose, et le mot scotché. Scotché. Immobilisé. Il la regarde comme ça, sidéré. Donc je recapte l'attention de Madame Martin, là, avant que sa propre sidération sabote ce qu'elle vient de faire. Hein, parce que, je dis, vous avez remarqué ce que vous venez de faire hein, pour arriver à ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors elle dit, ben oui, effectivement, j'ai lissé mon front, j'ai utilisé une respiration ventrale, ma voix faciale était bien placée, les résolateurs faciaux. Et mon geste était plus assuré. Et tout ça, c'était en même temps. Ah oui, je dis, c'était coordonné. Ah, je la vois qui pense, là. Elle entre vraiment en elle-même, hein, pour visualiser ce qu'elle avait fait. Donc, je lui rappelle le petit couplet, parent d'aujourd'hui, un parent inquiet, donc parent inquiétant, etc. Ce qu'elle montrait avant, avec tous ses comportements et ses incohérences de signaux, parce que là, on est bien exactement dans ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'on est devant une incohérence absolue entre le mode de communication, c'est-à-dire ce qu'elle souhaite communiquer à son enfant, et les signaux d'identification. C'est totalement incohérent. Et le problème, c'est que quand c'est incohérent, les mots, ils bug. On parle de toute puissance infantile, mais je rêve, hein. Ça n'existe pas, la toute puissance infantile. Hier soir, je regardais vite fait sur la 3, il y avait un film sur Docto. Puis il y avait une psychanalyste qui disait la toute-puissance infantile, vous voyez, ils se sentent coupables de tout. Je dis d'accord, si c'est ça la toute-puissance infantile, ça va quoi. Se sentir coupable de tout ce qui arrive à leurs parents. Mais en fait, ce qu'on appelle toute-puissance infantile, c'est simplement que quand un enfant a un assaut d'angoisse, étant donné que le message en face de lui est beaucoup trop illisible. Et quand les messages sont lisibles, parce que suffisamment cohérents, ça roule. Ça roule. Ce que je viens de vous décrire, là, je fais ça très régulièrement avec des parents qui m'amènent un gamin de 3 ou une gamine de 3 à 4 ans dont ils disent que c'est elle qui gouverne la maison, hein, qu'on ne peut pas la contrarier, etc., etc. Ça se règle en 1 à 3 séances, tout simplement, à partir de l'instant où les parents ont pigé et s'entraînent à rendre cohérents les signaux d'identification avec le mode de communication. Parce que là, le môme, il sait à quelle sorte de message appartient le message. Autrement, il bug. Ben voilà pour les petits. À toi de jouer. Bon, on continue alors. Comment est-ce qu'on joue justement avec les familles? Parce que c'est ça mon souci. C'est que la famille, ça puisse devenir une aire de jeu. Voilà. Et donc une aire d'avènement des jeux de chacun à partir de ça. Sachant que tout ce qui vient faire blocage, tout ce qui vient interrompre cette possibilité, cette fluidité dans les liens, eh bien ça va être préjudiciable pour ces enfants et pour ces ados. Moi j'aime bien l'image de l'orchestre, vous savez, où vous avez un certain nombre d'instruments qui jouent ensemble, c'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes sons, ils se jouent pas de la même façon, et pourtant ça joue à l'unisson, ou alors c'est discordant. Et quand c'est discordant, ça s'entend et ça fait mal aux oreilles. Comment passer de familles qui ont des échanges discordants à des familles qui ont des échanges harmonieux et concordants dans la mesure du possible? Comment faire en sorte que
il y a une circulation. Il y a des concepts, au-delà des concepts systémiques qui me sont très précieux, il y a des concepts que j'emprunte aux thérapeutes familiaux psychanalytiques et qui me paraissent aussi très intéressants, qui sont ceux d'interfantasmatisation. C'est un petit peu barbare, mais c'est dire que la famille, pour qu'il y ait circulation émotionnelle à l'intérieur de la famille et que cette circulation soit harmonieuse et qu'elle ne blesse pas les uns les autres, eh bien, il faut qu'il y ait une concordance fantasmatique entre les uns et les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont habités par les mêmes pensées, ça ne veut pas dire qu'ils font les mêmes rêves, ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes fantasmes, mais qu'il y a une circulation de fantasmes entre les uns et les autres, et que c'est ça qui permet à cet orchestre de jouer juste plutôt que de jouer faux. Comment ça marche tout ça? Alors, je vous parlais tout à l'heure en première partie de la nécessité pour moi et pour mon équipe de faire venir le maximum de représentants de l'histoire, des interactions, des personnages qui ont présidé à un moment ou à un autre au fait que cet enfant soit venu au monde et au fait qu'il était en lien, en relation, puis en lien avec tout un tas d'adultes. Moi, plus on a dans la pièce, plus je suis content. On peut penser que c'est plus compliqué de faire une thérapie familiale avec 22 personnes. Je trouve pas. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de faire une thérapie familiale avec une mère et une fille seule, par exemple, pris dans une dyade totalement fusionnelle et agressive l'une par rapport à l'autre et sans aucune possibilité de se reposer sur d'autres intervenants. Pour moi, c'est l'enfer. Tandis que quand il y en a beaucoup, eh ben, c'est très agréable. Là, en ce moment, je reçois pas mal de familles à la demande de la préfecture de jeunes qui se sont radicalisés à ma consultation à la Salpêtrière. Et il y a un de ces jeunes dont on s'est beaucoup occupé. J'ai fait venir toute la famille paternelle et toute la famille maternelle, c'est-à-dire tous les collatéraux des parents, les grands-parents, etc. Et que quand toute la famille a été là, je lui ai dit, mais c'est pas la peine d'aller à Raqqa. Raqqa, c'est là. C'est dans ta famille. Parce que les rapports entre les deux familles étaient tellement empreints de haine. C'était les Capulet et les Montagu, ce que je leur ai dit aussi. C'était deux familles qui se haïssaient, qui jouaient à travers le couple parental séparé et l'enfant pris dans un conflit entre ces deux familles, une espèce de guerre nucléaire. Donc on pouvait tout à fait comprendre que ce môme avait envie d'aller sur un terrain de combat, au moins les choses étaient plus claires. Alors je vous raconte une histoire, elle est dans un de mes bouquins, si vous l'avez lu, je suis désolé, ce sera une répétition, mais j'aime bien la raconter parce que pour moi, elle est une des histoires qui m'a permis de comprendre ce que c'était qu'une famille et ce que c'était qu'un travail possible avec les familles. Ça se passe il y a longtemps. Ça se passe il y a peut-être au moins 18 ans maintenant, je dirais quelque chose comme ça, pas tout à fait 20 ans. Je rentre dans la pièce de thérapie du centre où je travaillais à ce moment-là et je vois deux dames assises sur des chaises, un jeune garçon de 12-13 ans, très, très, très vif, une petite fille visiblement asiatique sur les genoux d'une de ces dames. Et je regarde cette famille et je me dis, voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? À l'époque, le néologisme de famille homoparentale n'existait même pas. On ne savait même pas ce que c'est, j'avais même pas pensé qu'on pouvait qualifier une famille d'homoparentale. C'est-à-dire que je pouvais recevoir une famille avec deux parents qui étaient deux mères et deux enfants. Et donc j'ai commencé à travailler avec eux. Et j'apprends le petit garçon, qui était un petit garçon très vif, presque un petit peu agité même, pour lequel la famille venait, eh bien le petit garçon me dit, bon, alors voilà, je vais t'expliquer, Marie, c'est ma maman, elle m'a eu par insémination artificielle avec donneur anonyme en Belgique, tout ça avec des traits, des tirets comme ça entre les mots. Juliette, c'est la maman d'Eva. Alors elle a été adoptée au Vietnam. Et puis un jour, ma maman
et Juliette se sont rencontrées, elles sont tombées amoureuses, et maintenant on vit tous les quatre, et nous, on est frères et sœurs, et touche pas à ma famille. Il ne l'a pas dit comme ça, mais enfin, dans sa position, c'était très clairement ça, il se campait devant la famille pour me la décrire comme ça. Alors, moi, je suis très soucieux toujours du processus d'affiliation, donc je rentre par ce jeune homme dans cette dynamique familiale qui tout à coup commençait à m'intéresser énormément. Et j'apprends que donc cette histoire est effectivement l'histoire de la famille, que chacune de ces mères a eu un enfant, disons, seul, dans un projet de monoparentalité, on pourrait dire, chacune des deux, et puis que quand la petite fille, très peu de temps après l'adoption de la petite fille, elle n'avait même pas un an, ces deux femmes se sont rencontrées et effectivement ont fondé cette famille, aujourd'hui baptisée d'homoparentale. Tout va très bien, tout se passe très bien, mais depuis 6 mois, 8 mois, le petit garçon à l'école, il devient très bagarreur, très insolent avec ses profs, et à tel point qu'une des profs a dit en catimini à la mère, je vous conseillerais de faire une thérapie familiale, peut-être que ça pourra vous faire du bien, et les mères sont un peu réticentes, bien évidemment, de se trouver devant le personnage d'un psychiatre, d'un homme, qui va peut-être être là pour leur dire la norme, pour leur dire la façon dont on doit fonctionner. D'autant que j'apprends très vite qu'à l'école, c'est la guerre des tranchées. Encore une fois, aujourd'hui, c'est beaucoup plus banal, ces situations d'homoparentalité, mais il y a 18 ans, c'était très, très nouveau. Et c'est la guerre des tranchées autour de ces mamans. Il y a les profs qui sont pour, les profs qui sont contre. Il y a la directrice qui dit mais comment vous voulez qu'un petit garçon soit élevé dans cette pétaudière? Vous avez les parents d'élèves, ceux qui soutiennent, ceux qui dézinguent, etc. Donc cet enfant, comme l'autre, d'une certaine façon, dans sa famille, il est au centre, comme ça, d'un conflit qui le dépasse largement, qui est un conflit dans la société dans laquelle il est, et dans la micro-société dans laquelle il vit, et qu'il doit résoudre en permanence. Donc, au-delà de ce qui peut se passer pour lui dans son univers fantasmatique intérieur, il est clair qu'il a dans la réalité quelque chose à jouer pour défendre sa famille. Donc on parle de ça, on parle de l'école, on parle des pour, des contre, des amis, des ennemis. Et puis dans les histoires familiales, ce que j'apprends très vite, c'est que Marie, la maman du petit garçon, du petit Louis, eh bien, elle est fille unique, qu'elle s'est fâchée avec ses parents, que ses parents ont rompu toute relation avec elle, déjà autour de son homosexualité qui avait eu du mal à passer pour ses parents, et ensuite encore plus autour du fait qu'elle ait cet enfant par PMA, avec un donneur anonyme. Donc elle n'a aucun lien avec sa famille, mais que par contre, du côté de Juliette, il y a des tas de frères et sœurs, des collatéraux, des cousins, des grands-parents, tout ça se réunit dans une maison familiale en Bretagne, et c'est une famille très chaleureuse dans laquelle cette famille est totalement incluse et dans laquelle le petit Louis trouve des grands-parents qu'il n'a pas du côté de sa mère biologique. Donc vous voyez une composition familiale un peu complexe de celle dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'elle comprend à la fois une procréation médicalement assistée, à la fois une adoption, à la fois une recomposition, à la fois un processus dans lequel les deux parents sont des mères, donc il n'y a pas de père et de mère sexués à proprement parler. Mais très vite, ce qui me frappe, c'est à quel point cette famille est sympathique, à quel point c'est chaleureux, et à quel point c'est de la famille. Voilà. Je ne peux pas dire les choses autrement. C'est de la famille, avec des processus familiaux, avec un certain nombre de difficultés, un certain nombre de conflits, avec des liens d'attachement, avec quelque chose qui se déploie sur 3 générations, et quelque chose qui permet à ces 2 enfants de définir l'intérieur et l'extérieur de la famille, et qui en fait partie et qui n'en fait pas partie par rapport à leur identité. Donc tout ça se déroule, et puis à la peut-être 3e ou 4e séance, la petite fille Eva arrive et elle est toute excitée, elle a une histoire qu'elle veut absolument raconter. Et c'est une petite fille qui est très timide, que j'avais beaucoup de mal à faire parler, puis chaque fois que j'essayais de la faire parler, il y avait de toute façon son frère Louis qui se mettait devant elle pour prendre la parole à sa place. Et là, elle raconte cette histoire qui se passe dans la cour de récréation.
Donc elle est en cours de récréation, elle est à côté de sa grande copine, et puis il y a une petite fille qui s'avance vers elle et qui lui dit bon, toi, on voit bien que tu es adopté, hein, faut pas être malin pour s'en apercevoir, mais ton frère Louis, c'est qui son papa? Parce qu'on ne le voit jamais venir le chercher à l'école. Et là, la petite, elle est tétanisée. Elle ne sait absolument pas quoi répondre à cette question. À ce moment-là, sa copine à côté d'elle regarde l'autre et lui dit « Eh, dis donc, patate, t'as jamais entendu parler de l'insémination artificielle avec donneur anonyme hein ?» Eh bien, cette petite fille, elle était née par un don de sperme anonyme parce que son père était stérile et qu'elle le sait parce que ça se raconte dans la famille en toute simplicité que le papa n'avait pas de graines et qu'il y a un autre monsieur avec des graines très gentil qui a permis à ce que pour elle, c'est une histoire absolument d'un naturel absolu. Et là, la petite Eva, elle est absolument soulagée parce que c'est pas seulement dans sa famille qu'il y a des choses un peu bizarres et un peu monstrueuses comme ça qui se passent, c'est aussi chez sa copine. Donc tout ça est normal, tout ça peut être un terrain d'échange. Et donc elle raconte cette histoire. Et à ce moment-là, il y a un peu ce que j'aime beaucoup dans les séances de thérapie familiale, c'est quand il y a une espèce de vent comme ça, un peu presque de folie qui se met à souffler dans la famille, c'est-à-dire quelque chose d'une excitation, voilà, qui circule entre les membres de la famille. Moi, après une séance avec une famille, je sais que s'il n'y a pas un moment où ils ont tous pleuré ensemble, où ils ont tous ri ensemble, je me dis que la séance, elle n'a pas vraiment bien marché. C'est-à-dire c'est ces moments de prise émotionnelle, de circulation émotionnelle entre tous les membres de la famille. Donc là, ça part un peu comme une traînée, et le petit garçon se met presque à fantasmer sur ce donneur de sperme. Et il dit ah bah oui, tiens, c'est marrant parce que moi au début j'étais persuadé que mon papa géniteur, il l'appelle comme ça, c'était le roi de Belgique. Et puis un jour je me promenais avec maman sur la grande place de Bruxelles et j'ai vu le marchand de glace et je trouvais que je lui ressemblais drôlement, donc je me suis dit peut-être que ce marchand de glace c'est mon papa, quand on sait qu'il a été quand même cryo-conservé, c'est un petit peu intéressant d'imaginer le marchand de glace, mais peu importe. Donc et à ce moment-là, sa mère commence elle aussi à donner ses fantaisies qu'elle peut avoir sur ce donneur anonyme qu'ils ne connaîtront jamais, mais qui occupe quand même une place évidemment conséquente dans cette dynamique familiale. Il commence à beaucoup jouer autour de ça, et à ce moment-là, Juliette, avec beaucoup d'émotion, raconte l'adoption d'Eva, qu'elle était assistante sociale pour une mission humanitaire au Vietnam, et puis elle a vu une toute jeune femme qui avait peut-être 15 ou 16 ans qui est venue déposer un bébé à l'orphelinat où elle travaillait, et elle a été transfigurée par l'idée que cet enfant était son enfant, et que cette femme lui donnait cet enfant. Et donc elle a fait des pieds et des mains pour pouvoir adopter cet enfant en toute illégalité, parce qu'à priori on ne choisit pas un enfant qu'on adopte, mais enfin bon, elle a quand même réussi ce tour de passe-passe, d'adopter cette petite fille. Et là, tout le monde pleure en évoquant cette jeune mère qui cède son enfant pour un et ça circule entre elles. Et la petite fille à ce moment-là on met des chaises vides dans la pièce pour personnaliser tous ces gens qui ne seront pas là, le roi de Belgique, les parents au Vietnam. Et la petite fille dessine une espèce d'arbre généalogique un petit peu bizarre dans lequel figurent tous ces personnages. Bref, j'ai compris, grâce à cette famille, ce jour-là, ce que c'était qu'une famille. C'est-à-dire, c'est ce lieu où on peut, dans une jubilation partagée, et parfois dans une souffrance partagée, se raconter une histoire des origines. Voilà. Et que ce qui est important pour l'enfant, c'est que c'est les protagonistes consistants de son entourage puissent partager ce récit. C'est-à-dire que les origines, c'est pas ce qui est derrière nous. Les origines, c'est pas de là où on vient. Les origines, c'est plutôt là où on va, c'est-à-dire c'est cette histoire qui est sans cesse renouvelée, sans cesse remise en chantier, et que la famille peut partager. Et que c'est dans ce partage que se produit ce processus que j'appelle l'interfantasmatisation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se met à concorder dans leur fantasmatique, et que c'est ça qui tisse
une enveloppe familiale protectrice. Donc la famille tisse cette enveloppe qui va la définir comme famille à partir de ce récit partagé sur les origines, et que je pense que nos settings de thérapie familiale, ils doivent absolument aider à ça et à supporter ça, et que les participants de ce groupe peuvent être extrêmement éloignés des parents biologiques, hein, comme c'est le cas dans cette situation. Il n'en demeure pas moins que c'est ce groupe qui est le groupe familial. Pour la petite histoire, parce que ça, je ne résiste pas à vous la raconter. Quand il y a eu les débats sur le PACS, sur le mariage pour tous, et la possibilité pour des couples homosexuels d'établir une filiation, et donc de se définir comme parents, de par la loi, vis-à-vis des enfants. Il y a eu des débats, comme vous savez, extrêmement houleux, des manifestations, les psychanalystes ont été extrêmement divisés sur ce sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. On s'est retrouvé à l'Assemblée nationale, ils avaient convoqué 8 psys, 4 pour et 4 contre, hein, et qu'à partir à peu près des mêmes prémices théoriques, il y en avait les 4 pour qui défendaient le fait que les familles homoparentales étaient tout à fait habilitées à faire famille, et 4 contre qui disaient à quel point on allait toucher au socle immuable de l'ordre symbolique éternel de nos sociétés. Un de ces psychanalystes, que je ne nommerai pas, qui s'appelle Jean-Pierre Winter, il a écrit un livre qui s'appelle Homoparenté. Et donc, au moment où tout ça se passait, j'ouvre son livre et j'ai la surprise de voir, à la page 8, qu'il raconte l'histoire de mon petit Louis. Et qu'il il se l'approprie pas, il la raconte en disant, Éphèse raconte dans un de ses articles, voilà cette histoire, et il dit que cet enfant est dans toutes les conditions possibles pour aller bien et s'épanouir. Moi, je vous dis le contraire, et je pense que cet enfant est en danger, et que si c'est pas lui, ce sera la génération suivante, ou encore à celle d'après, c'est-à-dire que jette une espèce d'anathème sur la possibilité de transmission dans une famille comme celle-là. On était à ce moment-là, une bonne dizaine d'années après cette thérapie. Et le hasard faisant bien les choses, je reçois un coup de téléphone, quelques jours après, de Louis, qui avait 23 ans, et qui voulait venir avec sa copine en entretien de couple avec moi parce qu'il avait des problèmes relationnels avec elle. Et donc, j'étais absolument ravi de le voir et de le recevoir, et quand je l'ai reçu et que je l'ai entendu parler, vous savez, moi je suis père de 3 filles, et je me suis dit, ah ben si j'avais eu un garçon, j'aurais bien aimé que ce soit celui-là. Pour dire, évidemment, l'importance des liens transférentiels, des liens affectifs qui se mettent en place dans ce type de dynamique, mais pour dire aussi que les familles, nous les recevons avec nos a priori, nos partis pris, nos idéologies, et que je bénis le ciel que ça ne soit pas M. Winter qui reçut la famille de Louis au moment où ils allaient mal. Voilà. Alors, à vous de jouer, là. Ça marche. Je voudrais savoir la différence entre thérapie systémique familiale et constellation familiale, parce qu'on entend quand même parler aussi beaucoup de ces pratiques-là. Je trouve des ressemblances avec ce que vous avez décrit, poser une chaise vide pour un intervenant, enfin une personne de la famille qui n'a pas pu être représentée. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu cela ? Je ne suis pas un spécialiste de la constellation familiale, mais je pense qu'il va vous apparaître au cours de ces journées, et c'est tant mieux, qu'il y a une extrême disparité dans les modes de travail et les modes d'être des thérapeutes avec les familles. Et que dès l'ouverture ce matin, vous avez vu apparaître des histoires des origines, des filiations, sur le travail que font les thérapeutes familiaux. Moi, je suis issu, je pourrais dire, de l'école de Rome, d'Andolphi. C'est là-bas que je me suis formé. C'est des thérapies très provocatrices, très stratégiques, très dynamiques, très actives,
dans le travail qui est fait avec la famille, avec une provocation permanente du patient désigné, de la façon dont il occupe sa place à l'intérieur de la famille. Ça peut même sembler assez brutal par moment. Et puis, voilà, ce modèle-là, qui est mon modèle d'origine, je m'en suis un petit peu éloigné, j'ai fait d'autres lectures, j'ai connu d'autres thérapeutes. Ce qui me paraît important, c'est que chacun puisse faire sa sauce. Voilà, avec tout ce qui va aller picorer à droite et à gauche et qui va lui permettre de se sentir à l'aise avec les familles et surtout de s'amuser, voilà, de créer un terrain de jeu et d'avoir les outils qui lui permettent de décrypter la réalité à laquelle il a affaire. Il y en a qui sont très attachés au génogramme, qui ne pourraient pas imaginer travailler avec une famille sans établir d'emblée un génogramme sur 3 générations, avec tous les collatéraux, tous les noms, toutes les dates, pour pouvoir retrouver à travers le génogramme des éléments signifiants dans les processus de transmission. Moi, par exemple, je ne fais pas du tout ça. Il y en a qui font des sculptures, il y en a qui, effectivement, travaillent sur le modèle de la constellation familiale. Tout ça n'a aucune importance. La seule importance, c'est que vous ayez les outils qui vous correspondent et qui vous permettent l'accueil de ces familles. Oui, alors j'abonde évidemment. Hein. Alors, lui, c'est Rome, moi, c'est Milan. C'est cette vie. Il y a une chose qui est importante à accepter d'intégrer, c'est que notre cerveau, il ne sait que fabriquer des fictions. Aucun cerveau ne dit la vérité de quoi que ce soit. On fabrique des fictions. Et on pense que sur des modèles. Et évidemment, les modèles, il y a des modèles familiaux, certes, mais il y a des modèles, chaque thérapeute fonctionne avec un modèle qu'il a bricolé lui-même à partir de son expérience, à partir de ce qu'il a fait, ce qu'il a traversé. En plus, dans notre génération, c'était pas très organisé, hein, donc tant mieux pour nous d'ailleurs. Hein, ce qui fait qu'on a pu zoner de droite à gauche. C'est un peu le Far West à l'époque, hein, donc on s'est construit chacun nos petits modèles, et en plus tout content de pouvoir les subvertir et les voir subvertis par les autres. Donc il me paraît important de jamais oublier ça, parce que si on entre dans un univers très dogmatique, on s'en sort pas, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la thérapie, quoi. On se met à obéir à des trucs et ça ne peut plus marcher. Oui, donc je suis complètement d'accord avec vous. Je suis avec Ricard, thérapeute familial. La seule chose, c'est que je pense que chacun va avoir son style thérapeutique, bien évidemment. On peut qu'on travaille en cothérapie, on va encore ouvrir les champs supplémentaires. Mais je crois que le thème de ce matin, sur la question de la mutation sociétale dans laquelle on est, là, il va y avoir souvent des outils peut-être plus opérants que d'autres, je ne sais pas forcément lesquels. Mais en tout cas, il est important de se savoir dans cette mutation-là, parce que sinon, je crois qu'on peut avoir de grosses difficultés à comprendre ce qui se passe dans nos cabinets. Et ça nous demande, pour ceux du monde finissant, dont je fais éminemment partie, de commencer à œuvrer avec des parents qui ont une trentaine d'années et qui sont, on va dire, la première génération de mutants, et on commence à voir les effets sur les enfants, sur la question de ce cas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sollicitations, soit, moi il me semble, même dans ce que j'ai, je ne suis pas forcément une référence sociologique hein, en termes de nombre de familles, c'est soit l'adolescent en crise, souvent 16e année, je pense qu'il faut faire une étude autour de la 16e année, il se passe un truc, et les tout petits, là, 3, enfin, on va dire maternels, où ce sont des moments, mais ça va vraiment mal, quoi. Et là, si on n'a pas, il me semble, cette ouverture de compréhension du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, je pense que c'est encore plus complexe. Bon, c'est juste mon approche. Oui. Alors évidemment, toi et moi, on partage beaucoup de présupposés et de fiction. Pour ce qui me concerne, j'ai eu besoin de me fabriquer une fiction en l'étayant, évidemment. C'est-à-dire que quand on parle de fiction, toutes les fictions ne se valent pas. Il ne faut pas oublier ça. Hein.
certes, la science fabrique des fictions, mais ce n'est pas du tout les mêmes fictions que celles de mon opinion. La science, elle a des contraintes extrêmement importantes qui font qu'on observe, on vérifie, on revérifie, on réobserve, on revérifie, etc., etc. Et un praticien digne de ce nom, il le fait à sa façon aussi. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas embarquer dans mon opinion. C'est-à-dire qu'il apprend à danser avec les gens avec lesquels il est, et son expérience, il essaie de l'étayer, et évidemment de la confronter à d'autres expériences. C'est ce qu'on fait tous, en fait. Mais même si on n'a pas les mêmes fictions, en fait, si je prends l'exemple, Serge, il parle, et il dit concordance fantasmatique. C'est un truc, c'est une fiction qui lui plaît bien et qui lui permet de travailler. Ma fiction à moi, je pense que on peut la superposer, voire l'associer à cette fiction-là, sans aucun problème. C'est-à-dire, avec, par exemple, ce que j'ai appelé étiquetage. Parce qu'il y a des étiquetages, certes sociétaux, qui sont en ce moment, c'est vraiment important, me semble-t-il, de les repérer, de les observer dans leur divergence. Étiquetage 20e siècle, étiquetage 21e siècle. Et puis il y a des étiquetages familiaux qui peuvent effectivement être saisis à travers ce que Serge appelle concordance fantasmatique, c'est clair. C'est-à-dire que nos fictions, si elles sont suffisamment étayées, si elles sont suffisamment consistantes, elles peuvent s'associer, elles peuvent se superposer, et quand par chance, quand elles sont suffisamment consistantes, elles se contrarient un peu, ben ça nous donne ensemble le moyen d'aller un peu plus loin. Oui, tout à fait. Je repense par exemple à cet exemple que donnait notre ami psychanalyste tout à l'heure. Il parle du Canada, il parle si je me souviens bien, d'une femme qui est la mère d'un enfant et qui change de genre, on va plutôt dire aujourd'hui, et qui devient, pour l'état civil, un homme, et qui demande donc à ce que ce changement d'état civil soit porté sur le livret de famille. C'est vrai que ça nous fait un peu dresser les cheveux. En tout cas, lui, ça lui faisait dresser les cheveux sur la tête, moi un petit peu moins, parce que je vois beaucoup de situations comme celle-là maintenant. Aujourd'hui, ça devient plus familier. Alors la question pour nous, c'est comment est-ce qu'on peut les penser, voilà. Et comment est-ce qu'on peut les penser avec la famille? Et comment est-ce qu'on peut les penser avec nos cheveux qui restent plutôt en bas que dressés? Cette femme qui a été la mère de cet enfant et qui l'a porté dans son ventre ne devient pas son père. Elle devient un homme. Mais elle reste sa mère, par exemple. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide à penser, justement. Parce que je me dis que pour l'enfant, il y a quelque chose de plus... qui peut s'adapter un petit peu plus sur le fait qu'il y a une continuité de genre, mais qu'une mère reste une mère. Voilà. C'est un peu, ça serait mon bricolage. Mais en tout cas, il est clair que ces situations-là, qui vont devenir de plus en plus nombreuses, nous demandent un véritable travail d'invention. Sinon, on va reléguer les familles dans la normalité et la pathologie. J'entends depuis ce matin vous parler de la mutation sociétale par rapport aux relations parents-enfants, au rôle, aux fonctions, à la communication, etc. La question que je me pose, c'est est-ce que vous avez eu l'occasion dans vos thérapies auprès des familles de travailler avec la génération des plus de 80 balais aujourd'hui? Et comment vous arrivez ou comment vous arriveriez à faire concorder des représentations des systèmes de communication qui sont complètement différents maintenant entre ces générations? Alors soyez polis, parce que me concernant, je suis pas loin d'être la génération dont vous parlez. Donc je suis bien placé. Je suis bien placé pour en parler. Effectivement, vous voyez que ça n'empêche rien, en fait. Qu'effectivement, avec un peu de courage et d'opiniâtreté, on peut traverser
des océans de différence, et que, en fait, ça ne nous empêche pas de penser, quoi. Mais la condition, bien sûr, c'est, comment dire, j'ai réfléchissais l'autre jour avec des collègues que j'avais en supervision, comme ça, donc, et je leur disais, mais j'ai une vraie chance que mes parents m'aient laissé être plutôt marginal sans être marginal. Ils ne m'ont pas embêté avec l'école. J'ai été pendant des années avant-dernier de la classe, chez les bons pères, avant qu'ils me virent à la fin de la seconde, parce qu'ils ne pensaient pas que je pourrais avoir le bac, donc ils m'ont viré. Puis en plus, moi, je passais de classe en classe parce que mon père a signé un chèque pour la construction de la chapelle, puis elle était finie. Viré le gars. Donc, contre toute attente, j'ai eu mon bac. Maintenant, je suis bac plus 12. Mais sans que j'ai jamais été embêté. J'ai toujours eu le sentiment de pouvoir naviguer tranquille dans mes petites habitudes, entre le scoutisme, les arts martiaux. Je suis devenu, en 68, moi, je suis devenu maoïste en une semaine. J'étais scout avant. Une semaine, paf. Le changement n'est pas énorme. Je m'en suis aperçu après. Je me suis dit, bon, clairement, c'est juste un changement de petit livre. En tout cas, bon, moi, ce que je remarque, parce que alors, depuis la famille de Louis, je peux vous dire, j'en ai vu des brouettes de famille homoparentales, hein, énormément, avec les mêmes atermoiements, les mêmes misères et les mêmes joies que toutes les autres familles du monde. Mais par rapport à cette génération des grands-parents, moi, il y a quelque chose qui m'est apparu, c'est à quel point les grands-parents étaient beaucoup plus accueillants que les parents par rapport à ces couples homosexuels. À quel point ils avaient une ouverture d'esprit, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui peut être très atteint narcissiquement chez les parents, dans le fait que leurs enfants échappent à la norme, mais qui est beaucoup moins atteint chez les grands-parents, me semble-t-il. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que les petits-enfants soient heureux, et pas forcément qu'ils correspondent à la norme qu'ils ont en tête. Les grands-parents en question, effectivement, ils ont connu mai 68. Ça les a un petit peu aidés. Ben oui, c'est vrai. Et à part les grands-parents un peu parano, suréducateurs, etc., c'est vrai que les grands-parents, en tant que grands-parents, on ne se sent plus les mêmes contraintes qu'en tant que parents. Les grands-parents qui sont ici le savent. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, les grands-parents sont plus compatibles avec nos enfants mutants que leurs parents. Parce qu'ils cherchent pas, ils cherchent en tout cas beaucoup moins à les ramener dans le monde XXe siècle, quoi. Ils suivent un petit peu comme ça, ils jouent, ils acceptent le jeu. Quand Serge disait comment une famille peut devenir une aire de jeu, il y a pas mal de grands-parents qui savent aider à ça. Du genre pour 68 heures, quoi. En tout cas, je repense à cet exposé très intéressant que vous avez fait sur les questions de l'attachement et les théories de l'attachement, parce que évidemment c'est fondamental cette histoire, c'est-à-dire quelle que soit la famille, qu'elle soit recomposée, décomposée, transsexuelle, tout ce que vous voulez, ce qui va faire qu'un enfant va être bien au monde, c'est que l'attachement qu'il va connaître dès les premiers jours de son existence va être un attachement sécure. Bon, alors, qu'est-ce qui va nous aider, nous, comme repère, et qui va aider les familles dès les premiers jours et les premières semaines de la vie d'un enfant pour que l'attachement à l'ensemble des figures qui vont l'entourer soit un attachement sécure? Eh bien, c'est de favoriser le processus de coparentalité. Voilà. C'est-à-dire que les coparentalités soient harmonieuses et le moins conflictuelles possible. Je ne vais pas dire aconflictuelles, je ne rêve pas d'une espèce de paradis terrestre comme ça, où tout le monde serait toujours d'accord, mais le moins conflictuel possible. C'est-à-dire qu'il y ait des processus de coopération, de collaboration qui se fassent entre différentes figures parentales. Alors, ça commence par le père et la mère, vous l'avez dit,
bien évidemment. Le père, il n'existait pas, hein, je sais pas, il y a 20 ans, il n'y avait que la mère qui était une figure d'attachement, puis tout à coup, on se rend compte qu'il y a un papa, et on se rend compte qu'il y a peut-être des formes d'attachement un petit peu différenciées qui se mettent en place, c'est ce que vous avez dit, le père favoriserait plus l'exploration, la mère plus la sécurité de base. C'est vrai que c'est ce qu'on voit aux bébés nageurs, par exemple. Il est très intéressant de mettre des caméras chez les bébés nageurs. Vous voyez les parents tout contents qui accompagnent leur nourrisson dans la piscine. Et puis, vous voyez beaucoup sur les caméras la maman qui a tendance à porter l'enfant contre elle, comme ça, et d'avancer dans l'eau comme ça, avec l'enfant de dos par rapport à l'eau. Et puis, les papas qui ont tendance à mettre le dos de l'enfant comme ça sur leur ventre et de lui présenter le monde comme ça, et de le faire avancer comme ça. C'est vrai, mais c'est une tendance, parce que quand on regarde les films, on voit aussi des mamans qui mettent leur enfant comme ça, et puis on voit des papas qui mettent leur enfant comme ça, et puis on peut faire des corrélations entre le sexe de l'enfant, si les petits garçons ne leur présentent pas plus le monde que les petites filles qu'on va avoir tendance à protéger, etc. Donc, je trouve qu'un des premiers éléments de cette coparentalité, c'est justement ce qui se joue autour de ces questions de genre, qui est extrêmement important aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui relève des compétences paternelles et des compétences maternelles, des compétences masculines et des compétences féminines autour d'un enfant. Et on voit bien que les choses sont de plus en plus fluides dans ces systèmes de représentation, fluides dans la façon dont on élève les enfants et fluides dans la façon dont les pères et les mères se situent, se comportent vis-à-vis d'un enfant. Et que, là aussi, la question de la norme peut très facilement se poser pour nous. Par exemple, à partir de ce que vous avez dit, on va dire ah bah, c'est plus normal pour un père de mettre son bébé comme ça et pour une mère de mettre son bébé comme ça parce que ça, voilà, ça leur permet de différencier les questions sexuées. Vous voyez bien que c'est totalement absurde. C'est-à-dire que, justement, c'est plutôt dans tous ces passages et dans toute cette fluidité que se développent aujourd'hui les garçons et les filles. Alors, les couples sont devenus beaucoup plus symétriques, évidemment, beaucoup plus conflictuels que quand ils étaient complémentaires, chacun sur son précaré, chacun qui savait exactement ce qu'il avait à faire, mais que c'est de cette confrontation, justement, que naissent, à mon avis, la créativité et les pluralités. Si on continue ce processus de coparentalité, eh bien, qu'est-ce qui se joue autour d'une séparation précoce, qui sont de plus en plus nombreuses. Moi, je vois de plus en plus de couples qui se séparent avant l'arrivée d'un enfant, ou quand l'enfant a 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce qui fait totalement exploser le couple. Et comme aujourd'hui, il n'y a plus aucun scrupule, je dirais, à se séparer, quel que soit l'âge de l'enfant, eh bien, voilà, il y a de plus en plus de séparations précoces, avec des recompositions extrêmement précoces. Comment faire en sorte pour sécuriser le processus d'attachement dans ces situations-là? Alors, on va vous dire, la garde alternée, pour un nourrisson, c'est catastrophique, c'est vrai. On ne va pas mettre un nourrisson 1 semaine chez son père et 1 semaine chez sa mère, mais comment est-ce qu'on va penser le processus d'alternance progressif vis-à-vis de l'enfant, le fait que soit favorisé le lien avec l'un comme avec l'autre, et surtout soit favorisé le lien médiatisé, non seulement entre le père et la mère, mais les nouveaux conjoints qui vont être là et qui vont aussi s'occuper de cet enfant, et qui vont aussi... Or, je crois que nous avons dans nos mentalités, pour ça, à sortir de la banderole de la manif pour tous, un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins, sinon on n'y arrive pas. Il faut donc rentrer dans le fait que la coparentalité est potentiellement quelque chose d'épanouissant par rapport aux capacités d'attachement d'un enfant. Juste pour prolonger par rapport à la coparentalité, il y a aussi la monoparentalité. Il y a beaucoup de femmes qui élèvent, parce que la monoparentalité, c'est essentiellement majoritairement des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants, avec quand même le poids social d'une certaine culpabilité, comme si elles étaient amputées d'une part verticale autour de l'autorité. Et que je pense que quand elles viennent consulter, elles ont le courage, la possibilité économique aussi de le faire, il y a, il me semble-t-il, un travail pour aller dans le même sens que ce que vous avez de décrire, qu'elles sont aussi capables, seules, d'élever leur enfant, qu'à deux, et que nul ne sépare la mère de l'enfant, si ce n'est la mère elle-même. On n'a pas forcément besoin d'un père pour se séparer. Et ça, c'est... après, il va y avoir peut-être des recompositions possibles, mais pour celles qui traversent de longues années d'éducation toute seule,
c'est aussi une dimension qui me semble importante à avoir en tête. Et vous savez, enfin, je suis d'accord avec vous, mais quand on parle de mère seule, moi je suis toujours soucieux de savoir jusqu'à quel point c'est une mère seule ou pas une mère seule. Parce qu'une mère seule, elle peut avoir des amis, un boulot, des activités, des intérêts qui la relient à des tas de choses extérieures, une famille, un frère, des parents, un amant, une maîtresse, j'en sais rien, mais enfin, elle peut avoir plein d'éléments qui font qu'elle peut alterner des moments fusionnels avec l'enfant et des moments de séparation, et que à contrario, je vois des tonnes de mères ou de pères fusionnels qui sont en couple et qui ont des relations fusionnelles totalement délétères avec un enfant, en déniant totalement l'existence de l'autre parent. Donc, ces situations de réalité, je dirais, des configurations familiales autour de l'enfant, pèsent pas très lourd par rapport à ce qui se joue dans les fantasmes parentaux. Ce qu'elle pense, oui. Elle fait du poids de la société par rapport à ça, c'est pas par rapport à évidemment, heureusement qu'elles ont un réseau. Et pour revenir sur les effets de la mutation sur les rôles et fonctions père-mère, vous savez tous, parce que vous l'avez bien remarqué, que les jeunes pères, ils paternent aujourd'hui. Ils paternent, c'est-à-dire ils savent langer, donner le bain, se lever la nuit. C'est génial. Nous, on ne savait pas ne lever le bain. Ils le faisaient, ça. Non, mais en fait, moi aussi, je le faisais. Mais il y a une époque où il ne fallait pas le dire, quoi. Donc oui, paterne, ça veut dire qu'ils ont, même s'ils ne sont pas forcément mutants, parce qu'en France, au-delà de 25 ans, on n'est pas mutant en général, on est peut-être pré-mutant, mais pas plus. Et ça donne une ambiance à la maison qui est très différente. C'est-à-dire que pour les petits, on a un paternage et un maternage qui sont relativement semblables. Relativement. Alors, dans certaines thérapies de couple, ça donne des trucs du genre, que j'ai vu dans ma consulte, évidemment, où la mère dit « Tu m'as volé l'enfance de notre bébé ». Et le gars, il répond « Évidemment, tu étais bien contente quand je me relevais la nuit ». C'est-à-dire qu'on a ce genre de choses, parce que les choses ne sont pas encore suffisamment fluidifiées, si j'ose dire, mais c'est quelque chose qui vient, sans aucun doute. C'est quelque chose qui est en train de s'organiser, avec en plus ce problème qui est peut-être un peu plus franco-français qu'ailleurs, c'est que la notion d'égalité, cette mutation, elle fait que clairement que pour de vrai, hommes et femmes sont égaux. Ça fait flipper les hommes d'ailleurs. Ah oui, c'est nouveau. Et en France, avec nos idéaux liberté, égalité, fraternité, l'égalité, on ne peut l'imaginer que dans la mêmeté. C'est-à-dire qu'on ne peut être égaux que si on est les mêmes. Et en ce moment, on a ce problème. C'est quoi être masculin aujourd'hui? C'est quoi être féminin aujourd'hui dans la parenté, je dirais. C'est-à-dire que alors, ça génère un certain nombre de troubles. Je vois bien dans nos thérapies de couple comment ça peut fonctionner chez les jeunes couples. Il me paraît assez clair que ça va se dégager assez rapidement. Et une féminité d'un côté, une masculinité de l'autre, peut très bien jouer dans l'égalité. Pour l'instant, c'est difficile d'imaginer pour nous égalité dans la différence. Il faut être les mêmes pour être égaux. Mais clairement, quelque chose est en train de s'organiser pour que l'égalité puisse se jouer, quelles que soient les différences. Et en ce moment, dans nos thérapies de couple, il y a souvent des trucs de ce genre, quoi. On avait promis d'arrêter à 13h. Il est 13h. Bon appétit.